Des fois, on entend que la Suisse est un pays magnifique avec tout ce qu'il faut en termes de RDR. Ça peut être vrai des fois, mais c'est surtout très faux. C'est un pays conservateur qui a beaucoup de problèmes quand il s'agit de discuter de drogue et de politique publique drogue. Donc, en Suisse aussi, il faut essayer de se battre pour certaines valeurs. Et donc, en fait, bon, je ne suis pas là pour vous faire un discours sur la Suisse, je suis là pour vous présenter ce film que vous allez voir. Donc, ce film, c'est un documentaire qui a passé sur la télévision suisse, télévision publique. C'est l'émission principale de documentaire, s'appelle Temps présent. Et il y a eu plusieurs documentaires sur la guerre à la drogue, comme quoi la guerre à la drogue était magnifique et que les policiers faisaient un travail extraordinaire. Donc effectivement, nous, on s'est un peu plaint de cette situation et puis on a demandé un autre regard, peut-être une vision un peu plus globale, plus large de la question des drogues. Et puis donc c'est ce documentaire que vous allez voir. Donc peut-être vous n'allez pas apprendre grand-chose, c'est un petit parcours d'Europe en matière de drogue, mais c'est l'intérêt de ce documentaire, je pense, c'est qu'il passe sur une chaîne publique. Donc voilà, je crois que vous êtes venu voir un film, donc je vais me taire, je reprendrai peut-être la parole si vous avez des questions à la fin du film. Bonne projection. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, peut-être vous avez des questions sur ce film. Après, on va avoir petit échange avec l'ambassadeur de l'Uruguay qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui avec nous. Moi, je profite juste d'avoir le micro et puis pour vous laisser aussi le temps de préparer vos questions, de dire qu'en fait, en Suisse, on a une politique de réduction des risques depuis un certain nombre d'années. Mais en fait, on n'a pas fait le pas de la réglementation du marché. En fait, au départ, il y a 20 ans, il y a quand même des gens qui avaient compris que ça allait ensemble et qu'on a de la peine à réduire les risques sans avoir un marché réglementé. Malheureusement, politiquement, ça s'est un peu écroulé au milieu des années 2000. Et puis après, on n'a pas trouvé le courage politique chez nos élus pour aller de l'avant. Ce qui fait qu'on a fait un compromis. Donc en Suisse, on aime bien faire des compromis. Des fois, le consensus mou. Et le consensus mou, c'est pas toujours très bon. Et en fait, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est une situation avec une politique qui est en place, mais un marché de la drogue qui est visible. Et quand le marché de la drogue est visible, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les gens ne sont pas contents de la politique drogue. Donc à partir de là, on a une pression qui remonte sur la question de la sécurité. Et aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est une baisse des financements publics sur les structures de réduction des risques, une hausse des infractions à notre loi sur les stupéfiants, une hausse qui augmente chaque année un peu plus. Donc on n'a jamais été aussi haut en termes d'infractions. Et puis effectivement, aujourd'hui, le débat est reposé. Donc des fois, on peut présenter la Suisse comme, voilà, ah oui, c'est bien, une politique drogue. En fait, pas du tout. Il y a peut-être un pas qui a été fait dans les années 80-90, on le voit dans le film, hein, c'était une situation particulière. Mais aujourd'hui, le débat continue. Et puis on a deux côtés, ou bien la répression toute, il y a beaucoup de gens qui pensent ça en Suisse, ou bien effectivement passer à une solution de réglementation du marché. Et on a quelques villes qui le font aujourd'hui, notamment Genève qui voudrait normalement proposer un modèle à la fin de l'année de Cannabis Social Club. Vous connaissez peut-être le modèle espagnol, donc principalement sur les arguments sécuritaires. Peut-être comme ça vous pourrez bien préparer vos questions. Encore une dernière chose à ce sujet. Pourquoi ce documentaire il est intéressant? C'est qu'il est grand public, il parle à tout le monde. Et puis en fait, c'est de ça qu'on parle, parce que la politique drogue, c'est pas une question du bon chiffre chez le bon politicien au bon moment. Ça, c'est le lobbying. Alors ça va très bien pour défendre des industries de la pharmaceutique, par exemple, mais quand on est sur une question sociétale de ce type-là, c'est en fait un changement social qu'on veut. C'est un changement du système de croyance des acteurs, de tous les acteurs. Ce qui veut dire aussi qu'on va se retrouver sur un discours relativement consensuel, un discours qu'on peut comprendre, que tout le monde peut comprendre. Ça passe par des simplifications. Et je trouve que ce documentaire, par rapport à ça, il est assez intéressant parce qu'en fait, il offre un message simple que monsieur et madame tout le monde, dans les chaumières, peut comprendre. Voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire. Et maintenant, j'arrête de parler et vous pouvez poser peut-être une ou deux questions sur le film. Est-ce que quelqu'un est... Jean-Félix, je suis un peu étonné par la présentation en Suisse de la consommation de cannabis. Parce que j'ai l'impression, pour aller très souvent en Suisse, qu'il y a une tolérance qui est absolument incomparable avec celle qui existe ici en France.
Et donc voilà, j'étais surpris. Est-ce qu'il y a une très grande hétérogénéité d'un canton à l'autre, ou est-ce qu'on est revenu à une politique vraiment répressive? Alors c'est intéressant, effectivement, le cannabis en Suisse, il est entre deux. En fait, c'est plus vraiment de la drogue, mais c'est pas vraiment un psychotrope légal. Donc on est un peu entre deux en termes de consommation. À la limite, tout le monde s'en fout, quelque part. Et ça, c'est ce que vous disent les politiciens de droite. La consommation de cannabis, c'est pas notre problème. Mais le problème, par contre, c'est que justement, en refusant la réglementation du marché, on a fermé tous les magasins de chanvre qu'on avait. Peut-être vous savez, on avait toute une industrie paralégale, on va dire, hein, acceptée, qui était là, qui était prête à reprendre le marché pour la réglementation. Et donc ce projet a échoué en 2004. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est pendant 10 ans, en fait, la police s'interdisait d'intervenir. Donc 2004, boum, qu'est-ce qui se passe? On ferme tous les magasins de cannabis. Donc, et puis on arrête tout le réseau en fait, de trafiquants de cannabis qui était en fait totalement intégré. Il y avait des magasins de cannabis qui travaillaient des centres de réduction des risques. Dans la ville de Bienne, on a fait par exemple une charte entre magasins de cannabis, prévention, réduction des risques. Donc il y avait vraiment ce travail-là qui se faisait. Donc on a arrêté tout ce petit monde qui n'était pas caché, hein, pignon sur rue. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est les réseaux internationaux, notamment sur la cocaïne, qui ont repris tout ce marché du jour au lendemain. Et donc du jour au lendemain, on a passé de magasins de cannabis dans des petits quartiers discrets à en fait un deal de rue très massif, notamment avec l'utilisation de requérants d'asile déboutés, donc des gens qui viennent d'Afrique pour avoir l'asile mais qui ne sont pas acceptés. Vous savez qu'en Suisse, on a un petit souci avec ces questions-là, je ne m'étends pas parce que ce n'est pas bien brillant le débat politique chez nous par rapport à ça. En tout cas, voilà, ça a créé en fait un problème de visibilité du deal. Et c'est ça qui est aussi assez intéressant, c'est que ce n'est pas vraiment la drogue elle-même. Le cannabis, bon, voilà, il y a 500 000 consommateurs en Suisse. Voilà, on sait que la majorité n'ont pas de problème avec ça, donc ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le marché, et c'est devenu le marché. Comme en fait, peut-être dans les années 80, le problème était le VIH avant d'être la substance elle-même. Et donc c'est un petit peu ça, et c'est aussi pour ça que du coup, on doit développer un discours beaucoup plus sur justement les avantages de la sécurité publique. Et c'est marrant parce que autant les médecins étaient nos principaux alliés au début des années 90, parce qu'on parlait de maladies, autant aujourd'hui, c'est certains policiers qui deviennent nos principaux alliés. Parce que les policiers, ils sont envoyés pour fermer ce marché. Il y a des gens qui ont promis qu'il n'y aurait plus de marché de drogue en 2014 en Suisse. Donc on est à la fin 2014, ça s'annonce mal. Donc en fait, on leur demande quelque chose qu'ils n'arrivent pas à faire. Donc au bout d'un moment, ça les énerve aussi. Et puis il y en a qui sont quand même, voilà, qui s'informent et qui voient bien où on en est. Et je pense aujourd'hui, c'est une des principales forces aujourd'hui pour le mouvement de la réglementation, c'est dans les milieux de la police. Donc c'est intéressant aussi de voir cette évolution. Puisqu'on voit dans le film des gens éminents, et justement, comme tu dis, pas que des médecins, bien qu'il y ait aussi des médecins éminents, mais aussi des représentants de la police de la justice, et je pense des élus aussi. Est-ce que ça ne serait pas intéressant, enfin c'est un peu des choses qu'on aimerait faire en France, où, bon, bonjour pour le costard que vous nous taillez, mais bon, c'est un peu vrai aussi, mais avoir comme la Global Commission, avoir une commission nationale de gens représentatifs, c'est-à-dire des gens connus, qui pourraient être aussi bien, comme on a vu là, des gens qui ont eu des responsabilités. Peut-être, le rêve qu'on aurait, c'est d'avoir, je sais pas moi, un artiste, quelqu'un comme ça, des gens qui parlent un petit peu à l'opinion publique, et de faire le travail que fait la Global Commission au niveau national, c'est-à-dire avec les caractéristiques de chaque pays, de faire un petit peu bouger les lignes sur ces questions de réglementation? Complètement, bien sûr. Je pense que ça, c'est très, très important. Moi, mon expérience en Suisse, en fait, mais je pense qu'elle doit être la même en France, en fait, il y a beaucoup plus de gens qui ont compris qu'on croit. En fait, si vous allez boire un café avec quelqu'un bien conservateur, vous parlez de politique drogue, peut-être vous serez surpris. En fait, il a déjà compris. Et en fait, il a compris que la guerre à la drogue était un échec. Je crois qu'il ne faut pas être grand clair pour comprendre que la guerre à la drogue, ça ne marche pas, ça fait du mal.
Par contre, effectivement, oser le dire, c'est plus compliqué. Alors moi, je suis toujours au feu là-dessus. Donc forcément, la première question qu'on pose, mais vous prenez de la drogue? Donc bon, voilà. Enfin, c'est toujours quand on parle de drogue, on s'expose directement tout de suite. Et donc, il faut 2-3 personnes courageuses. Et ça, je pense, c'est vraiment le principal mérite de la Global Commission. C'est pas tant qu'ils ont dit des choses extraordinaires. Enfin, ils ont dit des choses extraordinaires, mais je pense qu'il y a des gens qui l'avaient dit déjà avant. Mais c'est de se montrer. C'est qu'en Kofi Annan, ils disent, bon, moi, j'ai un brain Kofi Annan, je le mets au service de cette cause. Et en fait, il y en a plusieurs qui font ça. Et sur la totalité des gens connus, entre guillemets, ben alors il y en a un tout petit nombre qui peut le faire. Mais ce petit nombre, il faut l'agiter le plus fort qu'on peut. Par exemple, vous avez vu Dick Marty, je crois, dans le film. Alors ça, c'est un exemple magnifique. Nous, on fête nos 50 ans le 11 et 13 décembre à Genève. C'est de la pub, vous pouvez venir, c'est pas loin, Genève. Et donc, on aura une conférence introductrice, c'est Dick Marty. Dick Marty, c'est un politicien de droite, un bon teint. Il a été procureur donc, du Tessin. Il a le record de la saisie d'héroïne. Et puis, il trouve que la guerre à la drogue, ça sert à rien. Et donc, effectivement, en agitant ce genre de personnage, en fait, ce qu'on va faire, c'est pas tellement convaincre les autres, mais on va leur permettre de parler. Et je pense que ça, cette libération de la parole, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et puis par rapport à ça, la Global Commission, je dirais qu'elle a déjà un petit peu ouvert la boîte. C'est-à-dire, notamment dans les pays anglo-saxons, elle a permis à tout le monde d'en parler. Et si on voit cette traînée de poudre qui se passe en Amérique latine et puis en Amérique du Nord, c'est beaucoup lié à ça. C'est-à-dire qu'on a enfin le droit d'avoir ce discours. Même Cardoso le dit. Et ça, c'est très important. Et donc peut-être notre rôle aussi par rapport à ce film, c'est de pouvoir identifier ces personnes qui sont pas nombreuses, mais il y en a en France, hein, il y en a même dans la majorité actuelle, je crois, qui ont une position différente, et puis vraiment essayer de les médiatiser au maximum. Et alors ça passe aussi par le travail avec les journalistes et avec d'autres canaux. Hein, en fait, les journalistes ne sont pas toujours très conscients de quels sont leurs interlocuteurs. Donc là, il faut aller leur montrer qui peut parler. Donc, par exemple, ce film, quelque part, on a plus ou moins fait le film, hein, peut-être vous avez compris le truc. Et donc, en fait, on leur dit, allez voir celui-là, celui-là, celui-là. Et en fait, c'est faire leur boulot de journaliste à leur place. Donc, en fait, ils ont moins de boulot, donc ils sont contents. Donc, repérer ces têtes d'affiche et puis les montrer tant qu'on peut, le plus possible, je pense que c'est effectivement une très bonne stratégie. Bonjour, Valère Rogissard. Je voudrais comprendre un petit peu mieux ce qui fait qu'en 2004, il a manqué quelques voix. Parce qu'en fait, on était sur le fil, 102, 92, si ma mémoire est bonne. Alors, qu'est-ce qui a manqué? Pourquoi ça n'a pas basculé? Qu'est-ce qui fait qu'il y a manqué donc ces quelques voix? Parce que je pense que ça pourrait être utile pour la suite des débats. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas pu remonter au créneau politique à ce niveau-là en 10 ans? J'imagine que vous n'êtes pas resté les mains dans les poches. Bon, je commencerai par la deuxième partie, c'est-à-dire qu'en fait, on est quand même remonté au créneau parce que là, en fait, par les villes, on est en train de faire un mouvement. C'était la même chose qui s'était passé dans les années 80. C'est par les villes que c'est venu au niveau national. Quand quelqu'un vous dit que la Suisse est pragmatique et le gouvernement fédéral, grâce à la recherche, a mis en place une politique drogue, cette personne vous ment. C'est pas comme ça. En 86, la première salle de consommation qui a été ouverte, on n'en avait aucune idée. C'est même pas la ville de Berne qui l'a inventé, c'est les usagers eux-mêmes. La première, c'est dans un centre autonome à la Rheintal. Donc c'est vraiment du bricolage petit à petit qui s'est construit et qui est venu après en soutien par le pouvoir fédéral. Le pouvoir fédéral était opposé à la réduction des risques pendant de nombreuses années. Est-ce qu'on voit le Platspitz? Ça aussi, on oublie de le dire. Le Platspitz, c'est une politique publique. C'est-à-dire que c'est une décision. C'est une décision de dire « Ah, mais tous ces drogués, il y en a marre, on les met tous au même endroit, on va contrôler le truc. » On a même mis des barrières à un moment donné. Donc c'est vraiment un truc, ça ne tombe pas du ciel. Donc c'est pas venu tout seul. Et voilà. Enfin, donc de la même manière aujourd'hui, ça repart des villes avec une opposition du pouvoir fédéral. On a l'habitude, ça va tomber dans 5 ans. Alors votre question, pourquoi ça n'a pas marché en 2004 ? Là, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous.
parce que je crois qu'on est tous concernés en Europe. En Suisse, on est spécialement concernés, c'est en fait la montée de l'extrême droite. Et 2003, c'est en fait l'arrivée en masse de l'extrême droite au Parlement. Peut-être vous avez entendu des votes bizarres qu'on fait ces temps. Bon, je pourrais dire que c'est plutôt les alémaniques, mais on en a aussi chez les francophones, donc voilà. Bon, moi, je ne vais pas faire de politique. Moi, je vais dire que c'est un peu un cancer, ça empêche de penser. Toutes solutions simples sont des bonnes solutions. Et puis, chaque fois que quelqu'un essaie de réfléchir, c'est un gauchiste bisounours, en gros. Et donc, on arrive à un débat un peu américain, où le politicien, il a peur de s'exprimer, parce qu'en fait, il a peur qu'on le traite de mou, en fait. Et toute la droite pragmatique, qui en fait, à la base, soutient ces politiques de réduction des risques, hein. La droite soutient ça. Ce n'est pas une politique de gauche, des fois on dit c'est gauche. Mais non, c'est vraiment interparti. Et la droite voit, par exemple, une autre anecdote marrante, on a fait une conférence de presse pour les 5 ans de la LSTUP, on a invité le chef de la police de Berne pour en parler. Parce que le chef de la police de Berne, il dit, moi, à Berne, pour la sécurité publique, mon principal instrument, c'est l'espace de consommation. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc on voit que ça plaît aussi à la droite. Donc au niveau local, on voit des politiciens qui soutiennent. Et au niveau national, on est sur un discours complètement idéologique. Et puis là, c'est oui ou non à la drogue. Et donc, voilà, tous les gens qui vont argumenter différemment sont des laxistes, et tous les gens qui disent non à la drogue sont des courageux. Et ça, je crois que c'est vraiment une règle. Plus on descend au niveau local, plus les gens comprennent. Plus on monte au niveau national, plus on dit n'importe quoi. Et pour ceux qui ont l'occasion d'aller à l'ONU, eh ben là, ils savent que ça devient vraiment, vraiment n'importe quoi. Et on est que dans de l'idéologie. Donc effectivement, voilà. Et bon, maintenant, ce problème de l'extrême droite, je crois qu'il est posé pour toute l'Europe. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas le dépasser, hein. C'est ce qui est en train de se passer. Là, l'extrême droite a annoncé de toute façon des référendums pour toutes les villes qui allaient poser ces projets-là, ce qui veut dire que ben voilà, on doit convaincre. Et puis on doit convaincre la majorité. On ne doit pas convaincre juste des élus. On doit convaincre la société, comme la grand-maman là au début. Je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment bravo à ceux qui ont fait ça. C'est la grand-maman qu'il faut convaincre en fait. Puis la grand-maman, peut-être vous allez aussi sur les marchés des fois pour discuter de politique drogue. En fait, la grand-maman, elle comprend aussi. Voilà, donc je crois qu'on a parlé assez de la Suisse. De toute façon, on vous casse les bonbons depuis 25 ans avec la Suisse. Donc maintenant, place à la nouveauté, au nouveau pays. Maintenant, plus personne s'intéresse à la Suisse et c'est très bien parce que depuis, il y a eu le Portugal qui nous a dépassés. Et puis, dernièrement, il y a un pays qui fait beaucoup parler de lui, c'est l'Uruguay. Et l'Uruguay est un pays qui est en train de franchir cette fameuse barrière que très peu de pays ont franchi, aucun pays, quelques États, notamment en Amérique du Nord, d'avoir un système réglementé de cannabis, des drogues. Et donc, en fait, aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'ambassadeur de l'Uruguay avec nous. Et donc, peut-être il va pouvoir nous expliquer en quelques mots quelle est l'histoire de son pays, comment, avec la profondeur historique qui convient d'avoir face à ces processus, on en est arrivé à avoir une proposition de ce type. Et puis après, on ouvrira des questions pour vous dans la salle. Donc c'est quand même une opportunité rare. L'Uruguay aujourd'hui, c'est, on peut dire, le pays leader que tout le monde regarde. Aujourd'hui, on a un représentant qui va pouvoir répondre à vos questions. Donc je vous laisse les préparer. Pendant ce temps, je passe la parole à monsieur l'ambassadeur qui va donc nous dire 2 mots sur l'Uruguay.